Alors donc j'étais en train de dire que je pense que les thèmes nous intéressent tous dans la mesure où la traduction, pour nous, c'est une manière de partager notre culture avec ceux que nous côtoyons tous les jours, les citoyens du pays qui nous accueille. Et s'agissant de poésie, c'est sans doute la plus belle façon de mettre en commun la part la plus prestigieuse de notre patrimoine, qui est la poésie. Alors, je tiens à remercier Madame Anzalici de m'avoir invité dans le cadre de son association, dont je connais le sérieux depuis un moment, et je connais aussi sa contribution importante à la diffusion de la culture persane. Alors, la conférence que je vais donner ce soir, c'est une première, car les interventions jusqu'à présent, mes interventions concernaient essentiellement mon travail poétique, mon travail de poète, ou bien les résultats des traductions en persan, du persan en français, mais jamais jusqu'à ce jour, je n'ai fait une présentation des techniques de traduction. Alors, je ne vais pas tout vous apprendre en une heure, il faudrait plusieurs jours, mais c'est pour vous donner des clés, c'est quelques exercices pratiques pour maîtriser quelques éléments, une façon de voir ce travail-là. Et donc je pense que c'est un thème qui devrait intéresser autant les Français que les Iraniens. Je ne sais pas s'il y a des Français parmi nous, mais je vais faire comme s'il y en avait. Alors cette conférence aura donc un peu des airs d'atelier, comme on dit un workshop, hein, c'est pour dire, utiliser le terme un peu branché, un peu tendance. Et comme je pense que c'est à travers le détail qu'on entre dans la complexité des choses, on va entrer ce soir dans les détails de la traduction. Et je vais utiliser pour illustrer mon propos cette anthologie de poésie contemporaine iranienne qui a été publiée cette année par la Maison de la Poésie Rhône-Alpes et Le Temps d'Esprit, donc ces deux maisons d'édition. C'est un choix de poèmes de 7 grands poètes avant-gardistes iraniens que j'ai traduits et que j'ai accompagnés de commentaires pour donner des clés de compréhension. Et j'ajouterai, pour faire encore un peu de publicité, que le livre va être bientôt épuisé. Il est sorti il y a 7 mois et ça part très vite. Alors je ne dis pas ça pour vous forcer la main. Il y a une nouvelle impression qui est prévue. J'espère que ça se fera cet été parce que le livre part très vite. Je vais mettre aussi à profit lors de ma présentation des expériences de traduction que j'ai faites sur des textes autres que vous connaissez, pour la plupart d'entre vous, de grands classiques. Il s'agit de poèmes de Ferdowsi, Ilhaj Mirza, Khayyam et Hafez. Je vais vous parler très brièvement de mon parcours littéraire. J'ai soutenu une thèse de littérature persane à la Sorbonne. Le sujet de cette thèse portait sur le forgeron dans le livre des rois de Ferdowsi, un travail sur la poésie iranienne dans sa forme la plus classique. Ensuite, j'ai exercé le métier de journaliste. Je vis en France depuis assez longtemps. Pour maîtriser les subtilités de la langue française, je dois préciser que j'ai toujours écrit en français, même très jeune. Ce qui explique que je traduis que du persan vers le français. Ayant vécu en Iran jusqu'à l'âge de 23 ans, je suis forcément imprégné de culture persane. Ma sensibilité est iranienne. Par contre, ma maîtrise des mots est très largement supérieure dans la langue de Molière et de Rimbaud. En ce qui concerne le travail de traduction proprement dit, je reste persuadé qu'il ne peut s'accomplir dans la grande majorité des cas en solitaire. Je pense que c'est très difficile de le faire en solitaire. Autrement dit, une seule personne ne peut disposer de toutes les compétences requises pour réaliser une traduction poétique parfaite. Je pense donc qu'il faut être modeste et il ne faut pas hésiter à demander le concours de personnes disposant des compétences complémentaires. Ainsi, il existe des Iraniens qui maîtrisent les subtilités de leur langue matérielle, mais cette maîtrise leur fait défaut pour les subtilités de la langue française. Et puis il y a aussi l'inverse, des Français qui maîtrisent le persan, qui connaissent les règles grammaticales, mais qui ne connaissent pas toutes les subtilités. Et dans mon cas personnel, j'ai souvent fait appel à des compatriotes compétents pour comprendre toute la complexité du texte de départ. Donc j'appelle le texte de départ le persan, le texte d'arrivée le français. Pour la partie française, par contre, je reste seul maître à bord. Je pense que le travail de traduction poétique, j'insiste bien sur cet adjectif, devrait se faire en 2 temps. Premier temps, c'est l'étape de la maîtrise de la lettre et de l'esprit, le signifiant et le signifié.
Vous savez qu'une des particularités de la langue persane, c'est la polysémie. C'est-à-dire que le même mot peut contenir des significations différentes. Et en poésie, de plus, la langue persane est extrêmement souple. Et une des raisons, je pense, de cette souplesse du langage vient de ce que la poésie a dû s'adapter à des siècles de totalitarisme et traduire les idées et les situations avec un langage crypté, un langage caché. C'est pourquoi il est difficile, à mon sens, de traduire du persan en français sans avoir vécu dans le pays concerné et sans avoir été imprégné sur place de sa culture. La deuxième étape, c'est la mise en forme dans la langue d'arrivée, le français. Au début, on cherche le mot qui correspond au terme à traduire, mais ça ne suffit pas. Pour que le travail soit complet, il faut que ce mot soit intégré de manière harmonieuse dans une partition. J'emploie ce mot partition pour bien insister sur le fait qu'une traduction poétique, c'est une affaire de musique. Vous savez qu'un poème porte un sens, une signification, mais il porte aussi une ambiance. Cette ambiance, elle peut être grave, elle peut être solennelle, elle peut être funèbre, elle peut être romantique. Il faut donc trouver les mots qui restituent une telle ambiance dans la langue d'arrivée. Et ce travail, c'est énorme. C'est un travail qui peut être long, qui peut être laborieux. À ce propos, j'aimerais citer des vers de Nicolas Boileau, un grand poète français du XVIIe siècle, protégé du roi Louis XIV. Il a écrit un livre qui s'appelle « L'art poétique ». Il donne des conseils sur la bonne manière de pratiquer la poésie, et ces conseils sont tout aussi valables pour la traduction poétique. Alors qu'est-ce qu'il dit Boileau? Il dit « 20 fois sur le métier remettez votre ouvrage, polissez-le sans cesse et le repolissez, ajoutez quelquefois et souvent effacez. » Donc le traducteur doit revenir souvent sur cette forme pour trouver la bonne partition. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. Je vais vous citer pour cela quelques vers tirés du livre des rois, illustrant la musicalité, la musique qui nous intéresse, et mettre en regard la traduction. Alors la traduction du livre des rois, c'est Jules Moll qui l'a fait, vous connaissez peut-être. Il a rendu un service énorme pour faire connaître notre culture, notre patrimoine culturel en France. Alors la traduction qu'il a faite, c'est pas une traduction poétique, hein. C'est une traduction sous forme de prose. Mais c'est déjà un travail énorme. Vous savez que le livre des rois, vous savez combien de vers il fait? Il fait 60 000 distiques. Donc un distique, c'est un groupe de 2 vers. Donc en tout, il fait 120 000 vers. Donc, ce monsieur Jules Moll a traduit les 120 000 vers du livre des rois. Donc je vais vous lire quelques extraits. Il s'agit de scènes de combat. On imagine qu'il y a beaucoup de bruit, et Ferdowsi restitue cette ambiance, tous ces bruits, avec, vous allez voir, quel procédé. Alors, je vous lis d'abord le vers en persan, et puis la traduction en français. Charangidane gorze govcher, togofti, hamis 5 borat seper. Les massues, la traduction de Jules Moll, les massues à tête de bœuf retentissaient, comme s'il fût tombé des pierres du ciel. Charanguidan, là on est dans la musique du lexique, du mot. Il y a le rythme, la rime, donc la métrique et la prosodie, les sonorités, et nous avons ici un artifice sonore. Charanguidan, en français, on appelle, dans les figures de style, on appelle ça une onomatopée. Ça ne se trouve pas dans le dictionnaire, Charanguidan. Mais ouais, vous avez bien compris, d'après le son, qu'il s'agit de choc d'armes, le choc des armes. Et c'est ce qui apporte une musique à la scène décrite. Et là, le traducteur il est bien embêté parce qu'il n'y a pas d'équivalent. On ne peut pas trouver le mot équivalent. Alors, je dois le traduire par les massues à tête de bœuf retentissaient. Alors, retentissant en persan, c'est écosse, tanine, mais ce n'est pas Charanguidan. Je fais une proposition qui se rapproche un peu de l'onomatopée, les massues de fer ferraillant sur les têtes. On apporte un peu de musique, les massues de fer ferraillant sur les têtes, avec cette répétition de la consonne. Et la répétition de la consonne, c'est un autre procédé qu'on appelle en français l'allitération. Il y a un exemple qui est célèbre, que vous connaissez peut-être, c'est dans
Andromaque, donc une pièce de théâtre de Racine, qui est célèbre en France, qui est l'exemple par excellence de l'allitération, qui est « Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes ?» Alors vous avez la sonorité, le serpent qui siffle, on l'entend, avec ce procédé, cette figure de style qui s'appelle une allitération. Alors, en traduction, je ne peux pas proposer d'onomatopée pour le français, pour Tchalanguida, il n'y en a pas, mais je propose une allitération, les massues de fer ferraillant sur les têtes. Alors, il y a peut-être d'autres possibilités. Il y a une onomatopée qui est cliquetis. Cliquetis,